qui est au point de départ en fait un travail de recherche. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Pour parler très rapidement, la bande dessinée interactive. Le postulat d'Anthony étant que, à ses yeux, la bande dessinée numérique, telle qu'on la lit aujourd'hui sur Internet, n'était pas réellement ou n'est pas réellement une bande dessinée interactive au sens où il n'exploite pas complètement toutes les ressources de l'Internet. Et donc, en même temps qu'il réfléchissait, qu'il théorisait sa conception de la bande dessinée interactive, il en a fait une mise en application qu'il va nous présenter maintenant. Voilà. Donc je vais commencer par bonsoir d'abord. Je vais commencer par recontextualiser rapidement le cadre de ce travail. Donc c'est effectivement, comme le disait Jean-Philippe, un travail de recherche au sein du master Arts et technologies numériques à l'université Rennes 2. Un master recherche qui a la particularité donc, de mêler pratique et théorie, donc les deux s'alimentant mutuellement. Donc, comme le disait également Jean-Philippe, il en résulte un mémoire qui s'intitule Bande dessinée interactive, comment raconter une histoire, qui a été dirigé par Joël Laurent et Philippe Marcelet. Et donc, la bande dessinée interactive prise de tête, l'ensemble de ce travail théorique et pratique étant en ligne sur www.prisedetête.net. Donc pour la présentation de ce soir, j'avais prévu à l'origine en grosso modo 3 parties. On va voir si tout rentre dans le délai qui m'est imposé. Donc je vais quand même revenir d'abord sur les réflexions préliminaires et mes postulats de départ sur ce travail. Ensuite, on va parcourir ensemble prise de tête et je vais pouvoir en parler tout en manipulant devant vous. Et enfin, on verra si j'ai encore un petit peu de temps pour revenir sur quelques points théoriques, notamment sur la relation du lecteur à la bande dessinée interactive. Donc la question qui est un petit peu à l'origine de tout, c'est une question qui est un petit peu poil à gratter par rapport à la production peut-être actuelle de bande dessinée numérique. La question suivante: suffit-il de diffuser une bande dessinée sur support numérique pour faire œuvre de bande dessinée numérique? Donc c'est une question qui vaut aussi bien pour des bandes dessinées numérisées que pour des créations originales. Et vous imaginez bien que si je pose cette question, c'est que ma réponse est non. Il y a 2 raisons à cela, à mon avis. 2 raisons qui sont les 2 défauts dont souffre la bande dessinée numérique à l'heure actuelle, dans son contexte de balbutiement. On ne devrait plus en être là depuis le temps, mais on en est encore au balbutiement. Alors le premier défaut, à mon sens, défaut qui inhibe la création artistique, c'est la standardisation. Quand je parle de standardisation, je pense au dispositif de lecture, au sens où, grosso modo, on va pouvoir retrouver 3 grands systèmes principaux: des diaporamas, donc diaporamas de cases ou de planches, automatisés ou non. Donc s'ils ne sont pas automatisés, c'est les boutons page précédente, page suivante. On va trouver des motion comics, donc des diaporamas un peu plus animés que des diaporamas, mais pas autant que des dessins animés. Et on va avoir différents types de jeux, de zoom, de défilement de page, etc., comme on peut avoir sur les smartphones. Ces 3 types de formats principaux pouvant évidemment s'entremêler. Ce qui m'apparaît un petit peu aberrant, c'est qu'une fois qu'on a choisi un de ces systèmes, on est capable d'y fondre un catalogue tout entier. Donc ça pose quand même de grandes questions artistiques de se dire que n'importe quelle bande dessinée pourrait entrer dans n'importe quel player, plutôt non pas dans n'importe quel player, mais dans un unique player pour tout un catalogue. À mon sens, c'est une défaillance, une sous-exploitation des technologies numériques, puisque dans ce cadre-là, elles sont utilisées exclusivement comme interface extérieure aux œuvres et comme moyen de lecture, et non pas comme un moyen de produire du sens, de participer à la narration. En gros, j'ai envie de dire, pour paraphraser une expression célèbre, qu'on a inventé le 48cc de la bande dessinée numérique avant même d'inventer la bande dessinée numérique, donc, ce qui pose un petit peu un problème. Alors quel serait le potentiel du numérique? Quand je parle d'exploiter le potentiel des technologies, à mon sens, la caractéristique principale de ce médium, si on entend le numérique comme un médium, c'est l'interactivité.
c'est clairement cette caractéristique, cette propriété qui fonde le numérique et qui le distingue absolument de tous les autres médias qu'on peut envisager. Et donc, on en arrive à la question qui sous-tend prise de tête, question qui est comment utiliser l'interactivité pour produire du sens comme un constituant indispensable au récit, tellement indispensable qu'il serait dénaturé sans cet ingrédient. Le second défaut, maintenant, qui découle d'ailleurs du premier, c'est qu'on continue de penser et de faire la bande dessinée numérique comme on pense et on fait la bande dessinée papier. Donc on voit encore les choses en termes de planches, de cases, d'histoire, de narration, de bulles. Ça paraît évident, c'est quand même sur les codes sur lesquels on se base. Mais on oublie clairement le potentiel des technologies numériques. Donc j'en reviens évidemment à mon leitmotiv. Et on oublie surtout le fait que la bande dessinée, donc papier, et la bande dessinée numérique ne sont pas le même médium. Et à ce titre, on entend souvent des auteurs dire que le numérique, c'est pas pour eux, ça les concerne pas, ils savent pas faire. J'ai envie de répondre oui, évidemment, puisque c'est pas votre métier, tout simplement. Cela dit, un nouveau métier ne vient pas de nulle part. Et donc je pense que les auteurs de bande dessinée papier sont quand même relativement bien placés pour inventer la bande dessinée numérique, au moins en partie. C'est un petit peu le sens que je vais donner à ma présentation de prise de tête ce soir, puisque j'ai voulu faire une présentation un petit peu progressive. Donc ça va être simplement en suivant chapitre à chapitre, et d'un point de vue commentaire que je ferai par-dessus la démonstration, je vais essayer de montrer comment d'abord on passe du papier au numérique, et comment à partir d'un certain moment on franchit un seuil qui fait que le retour au papier est non seulement impossible, mais que le récit n'existe plus du tout sans l'interactivité. Donc l'accès à prise de tête se fait sur la page d'accueil du site, évidemment. D'abord une petite page de titre. Et le premier strip et premier chapitre. Donc déjà on voit qu'il y a un petit bandeau titre qui s'affiche pendant un petit laps de temps prédéfini. Je vais commencer quand même par faire un petit pitch sur l'histoire, histoire que tout le monde sache de quoi on parle. Donc comme vous le voyez ici, on a un pauvre petit personnage, un pictogramme, qui se fait rembarrer par sa petite amie sous le prétexte de changer de tête, ou du moins on peut le comprendre métaphoriquement comme changer de personnalité. Donc tant qu'il n'aura pas fait un travail sur lui-même et sur sa personne, il ne reviendra pas et ce sera la rupture. J'imagine que certains peuvent s'y reconnaître. Première chose, un bed strip pour commencer. La première chose à laquelle on pense, ça a été d'adapter la bande dessinée à l'écran. Donc, premier choix, c'est format strip centré. Et on peut donc adapter. Et le strip s'adapte à la taille, à la résolution et à la fenêtre. Le deuxième point, c'est aussi une adaptation en fonction du style. Je travaille en bande dessinée muette, sous forme de pictogramme. J'ai voulu que rien d'extérieur ne vienne polluer mon récit. D'où le choix d'une page blanche complètement vide, vierge, sur lequel je centre ma planche ou mon strip. Et comme bouton, uniquement le bouton page suivante, que j'ai voulu le plus discret possible. Et le bouton retour à l'accueil, qui se fait discret ici, en haut. À noter d'ailleurs pour l'anecdote que le bouton accueil m'a posé problème très longtemps, puisque jusqu'à la mise en ligne, j'avais écrit le mot accueil avec un lien, et ça me gênait terriblement sans savoir comment m'en sortir. Et c'est évidemment le jour où je mets en ligne qu'un ami me dit c'est idiot, parce que dans tes pictogrammes, tu as la petite maison de la homepage, pourquoi tu t'en sers pas? Évidemment, des fois on se sent bête. Page suivante, même principe, on attaque un nouveau chapitre, bandeau titre. Et ici, vous allez dire que je fais une première incartade par rapport à cette histoire d'adaptation à l'écran, puisqu'on va avoir une planche à faire défiler. Alors, elle ne sert pas à rien, cette planche. Tout simplement, si on peut faire défiler une planche de haut en bas, ça veut aussi dire qu'avec un petit peu d'astuce, on peut s'arranger pour que la page se charge en bas, et on peut aider notre personnage à escalader la planche.
Donc ça va être un premier moyen de créer du sens avec l'interactivité en détournant les codes du numérique. J'ai envie de dire, le numérique, c'est facile, pour ceux qui en auraient un petit peu peur. Il suffit d'être un peu observateur et de voir comme ici, on a un ascenseur. Pourquoi on ne s'en sert pas pour créer du sens, tout simplement. Maintenant, on passe à la page suivante et j'en rajoute une petite couche, si je peux me permettre, où cette fois, on fait chuter le personnage. Alors là encore, on est dans une procédure de détournement. Détournement de... Hop, c'est bien ça. Des propriétés de positionnement des calques sur une page web, où certains calques vont pouvoir être positionnés dans le flux de la page, tandis que d'autres vont pouvoir être positionnés par rapport à la fenêtre. Ce qui fait que le calque central avec le personnage est fixé par rapport à la fenêtre, et les deux autres vont défiler le long du personnage. Si on peut dire comme ça, je ne sais pas si je suis très clair. Le schéma l'est sûrement plus que moi. Donc c'est un petit peu, on va dire, une première étape d'utilisation d'interactivité, le détournement. Là, peut-être qu'on est encore sur des choses qui sont possibles sur papier, des expérimentations qui pourraient se faire, évidemment pas sous cette forme, mais qui pourraient encore avoir lieu sur papier. On passe au chapitre suivant. Voilà. Donc une première planche d'introduction. Parfois, il n'y a pas besoin de faire des gadgets, pas besoin d'interactivité partout. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et ici, on arrive sur la page suivante où le lecteur est obligé de parcourir l'image pour en saisir tout le sens. À partir de là, c'est clairement un premier stade. Le lecteur n'est plus un lecteur, il faut oublier ce terme. Il devient un explorateur. L'image devient un territoire à explorer. La lecture, une exploration, évidemment. Et donc, on a un premier stade dans lequel le sens n'apparaît pas du tout sans l'interactivité et sans la manipulation. Ce qui fait qu'on ne peut plus avoir de retour sur papier dans ce cas-là. Alors, petite remarque à ce sujet. Si le sens ne peut plus avoir lieu sans l'interactivité, ça veut dire que le dispositif interactif, lui, est conçu dès le départ. Alors quand je dis écrit dès le départ, c'est vraiment au même titre que les actions, le dialogue, les personnages, les interactions entre les personnages. On est vraiment dans une écriture du dispositif aussi importante que l'écriture de l'histoire. Donc quand je dis ça, c'est clairement concret. Ici, on a une page de storyboard. C'est peut-être enfoncer un petit peu une porte ouverte de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on l'oublie, qu'on ajoute souvent du gadget sur de la bande dessinée pensée de manière traditionnelle, même quand elle est conçue spécifiquement pour les supports numériques, alors que le dispositif interactif doit clairement être conçu avant même, dès le départ, dès le storyboard. Je continue, donc page suivante, c'est la même chose. Et ici, on va pousser l'exploration encore plus loin, avec le chapitre La pharmacienne et le charlatan. Exploration qui est poussée à l'extrême, puisque le lecteur est tout simplement mis face à un puzzle. Donc à chaque fois, dans chaque case, on a 4 possibilités. Donc je vais essayer d'en reconstituer une. Moi-même, je ne suis pas sûr d'y arriver. Hop. Alors le but un petit peu de cette exploration fort saugrenue, c'est de permettre au lecteur de s'identifier le plus fortement possible au personnage. On a un personnage qui est complètement perdu, qui a perdu sa tête, qui ne sait plus vraiment qui il est. Il va tenter une première solution pour récupérer une tête, et évidemment ça va être un premier échec. Donc personnage perdu, le lecteur est perdu. Le personnage cherche, le lecteur cherche. Le personnage subit un échec et le lecteur aussi. D'autant plus pour le lecteur qu'il peut très bien passer complètement à côté de la reconstitution de chaque image et de chaque page qui se trouve préparée, puisqu'on a 4 cases par 6 emplacements. Donc, je vais un petit peu vite du coup, puisque le temps m'est compté. Théoriquement, alors ça va déborder, je crois. On passe au chapitre Dieu. Tac, tac. J'en ai dit tellement que j'ai perdu mes petites fiches. Hop, c'est par là. Donc notre personnage va tenter d'aller chercher des réponses dans la religion, comme beaucoup peuvent le faire,
Je ne fais pas de critique déplacée. Et évidemment, il est toujours aussi perdu, il s'interroge, il a une quête spirituelle et personnelle, et donc le lecteur continue d'explorer, et lui aussi est en quête dans l'histoire. Le héros finit par tomber en enfer, et c'est au lecteur cette fois-ci qu'il appartient de lui faire subir les supplices ou non. Donc évidemment, je vais déployer quelques cases. J'essaie de faire un peu comme je peux sur la nappe. Donc au lecteur, effectivement, de composer son quadrillage, son découpage de la planche, de manière à faire subir ou non les supplices de l'enfer à notre héros. Et on arrive à ce qui est l'une des pages les plus importantes de l'histoire, où cette fois-ci, toujours en détournant un petit peu la technique, ou en usant et abusant de la technique, on va pouvoir donc déployer la discussion que notre personnage a avec le diable. Mais on va voir que la discussion qu'il a avec Dieu interfère avec la discussion qu'il a avec le diable. Donc on se trouve dans une mise en parallèle. Donc, là encore, c'est toujours au niveau de la technique que ça se joue. On utilise des calques et des masques. Et les deux discussions vont interférer l'une avec l'autre. De là à dire qu'il n'y a qu'une discussion, il n'y a qu'un pas. On peut très bien penser que sa discussion avec Dieu et le diable, c'est un peu une discussion avec la même personne. Et que finalement, de toute manière, à la fin, les deux vont clairement, excusez le terme, se foutre de sa gueule. On ne peut pas le dire autrement. On arrive au chapitre bricolage, qui est, alors pour le coup, la clé de l'histoire. Je vous en révèle beaucoup, mais c'est le meilleur moyen de présenter ce travail, où on va franchir le stade supplémentaire. Donc notre lecteur était déjà devenu un explorateur très largement. Maintenant, il va devenir un acteur. Alors, je vais revenir après sur le pourquoi je parle d'acteur. Donc, c'est notre lecteur qui reconstitue la planche, qui crée la planche, et en créant la planche, il crée aussi son contenu. Le contenu de la planche, c'est quoi ? C'est le héros qui crée sa tête et sa nouvelle personnalité, car au terme de sa réflexion, il a compris qu'il devait en passer par un acte créatif. Donc le lecteur est complètement assimilé à un personnage de l'histoire, il tient clairement un rôle dans l'histoire. À partir du moment où il a un rôle, il devient un acteur, c'est le terme qu'on peut employer. Donc voilà, j'avais quelques précisions sur la notion d'acteur. Je parle d'acteur au sens effectivement où je parle d'un lecteur qui va jouer un rôle, exactement comme un interprète va jouer un texte au théâtre, ou un interprète va jouer un morceau, va lire une partition, un musicien va lire une partition. Donc le lecteur finalement est mis en scène, il fait vraiment partie des personnages mis en scène par mes choix, et c'est moi qui choisis à quel lieu, quel endroit il se met en scène. Je le mets en scène, pardon. Alors le rôle que je lui donne est tellement important qu'il peut non seulement accompagner le héros dans son acte de création artistique, et donc en s'identifiant, réfléchir sur sa propre possibilité et capacité de création artistique. Mais si l'idiot de lecteur a le malheur de fermer la première case, non seulement il empêche le héros de s'en sortir et d'arriver au bout de son histoire, mais il se bloque aussi et rend la fin de l'histoire inaccessible. Il s'arrête sur cette page blanche sans jamais connaître la fin. Alors pour finir, il y a encore un chapitre qui suit, qui s'appelle Conception. Je ne vais pas le montrer pour maintenir un peu le suspense. Et je vais quand même rapidement, si c'est possible, très rapidement revenir sur quelques points théoriques. Un seul. J'en choisis un. J'aurais voulu parler de la position du lecteur par rapport à la bande dessinée interactive. C'est vraiment la question qui me semble la plus importante. Pour le coup, ça serait un petit peu long. C'est dommage. Donc je vais revenir un peu sur la question de l'auteur amont et de l'auteur aval, plus précisément de la place du lecteur en tant que co-auteur, s'il est bien co-auteur. Donc par contre, il va falloir que je remonte en arrière, ce qui n'est jamais très pratique.
Voilà. Donc je parlais d'un lecteur qui devient un explorateur, puis un acteur. Certains, dans ce cas de figure, où le lecteur va participer à la construction de l'image, de l'histoire, de son histoire, certains parlent de co-auteur. Donc c'est le cas d'Edmond Couchot, qui parle d'un auteur amont et d'un auteur aval. Donc l'auteur amont, c'est l'auteur de l'ensemble du dispositif, en l'occurrence ici c'est moi, et l'auteur aval, qui est le lecteur, est l'auteur d'une configuration possible du dispositif. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette notion de co-auteur. C'est pas simplement parce que j'aime avoir la main sur mon travail, c'est aussi en raison de cette place que je donne au lecteur, qui est une place d'acteur. J'ai deux citations qui résument très bien ma pensée à ce sujet, au moins pour la question du co-auteur. La première est de Schouten et Peters. Je cite donc: « L'illusion interactive vise à faire croire à l'utilisateur qu'il se comporte comme un créateur de récit ou un réalisateur de film, alors qu'il ne fait que manipuler une série d'éléments disposés à son intention. » La seconde, qui est clairement dans la même optique et dans le même sens, qui est d'Anne Coquelin: « Le fait que l'internaute entre dans le monde que son intervention peut ou non transformer n'en fait pas un co-auteur, car l'œuvre est construite de telle façon qu'elle comporte cette entrée et l'effet qu'elle peut avoir comme un élément de son dispositif. » Donc c'est exactement ce que je vous disais. Je suis un petit peu le metteur en scène qui va donner un rôle au lecteur dans la bande dessinée numérique. Donc du coup, je ne reviendrai pas sur les points théoriques que j'aurais voulu aborder. Je vous remercie de votre attention. Merci Anthony, tu peux éventuellement revenir sur les points théoriques.